L'instant de l'actualité mondiale sur CamNews 24 à tous et à toutes, bienvenue sur International. Et aujourd'hui, comme à l'accoutumée, notre spécialiste des questions internationales est bel et bien sur ce plateau. Ghislain Cougan, bienvenue. Au plaisir, Donald. L'actualité mondiale de la semaine va nous conduire en Asie et en Europe avec cette affaire de dopage dans le milieu de l'athlétisme. L'Afrique est aussi au rendez-vous et commençons avec le processus de retour à la paix au Sud-Soudan. Un accord partiel a été trouvé entre le parti au pouvoir et les rebelles le 17 août dernier, jour de la date limite fixée par les organisations internationales aux parties concernées pour signer un traité de paix avant d'éventuelles sanctions. Nous regardons l'élément et on revient pour les commentaires. Tout avait pourtant bien commencé. Cette poignée de main entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar, devenu chef des rebelles, laissait penser qu'un accord de paix allait finalement être trouvé après 1 an et demi d'une guerre meurtrière. Mais coup de théâtre, si Riek Machar signe, Salva Kiir, lui, ne signe pas. Je ne savais pas qu'il n'allait pas signer, car quand je suis entré dans la pièce, je l'ai salué avant d'aller signer, mais 10 minutes après, on m'a dit qu'il n'allait pas le faire. Je n'ai trouvé aucune explication. Le président Kiir est reparti au Soudan du Sud où il dit vouloir mener des consultations pendant une quinzaine de jours avant de revenir parachever l'accord de paix. Mais les États-Unis, l'un des pays qui a le plus fait pour l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, ne l'entend pas de cette oreille. Nous appelons le gouvernement à signer l'accord sous une période de 15 jours qu'il a réclamé pour consultation. Comme le président Obama l'a déclaré, s'il n'y a pas d'accord aujourd'hui, nous envisagerons les moyens d'augmenter le prix à payer pour cette intransigeance. En d'autres termes, Washington dit vouloir travailler avec ses partenaires dans la région pour mettre la pression sur ceux qui s'opposent à cet accord de paix. Depuis fin 2013, le conflit à l'origine politique a pris une tournure ethnique, ravivant des tensions entre tribus Nuer et Dinka. Alors, Ghislain Cougan, est-ce qu'on peut savoir les raisons qui amènent le gouvernement de Juba à émettre des réserves? Je pense que le pouvoir en place a compris qu'il s'agit, dans l'accord de paix qui est établi ici, d'une façon de demander au pouvoir en place de revoir sa copie d'il y a quelques mois déjà, ou alors 1 an et demi. Pourquoi? Parce que ce qui bloque, il y a 2 éléments principaux. 2 principaux éléments autant pour moi. Le premier élément, c'est que dans l'accord qui est présenté, on demande au président Salva Kiir notamment de rétablir Riek Machar dans la fonction de vice-président. Or, il se trouve qu'en juillet 2013, le président Salva Kiir a limogé justement Riek Machar de ce poste-là. Le deuxième élément intéressant ici, c'est qu'on n'est pas sûr, en fait, Salva Kiir n'est pas serein à l'idée que justement Riek Machar ait la même ferveur, la même capacité, la même maîtrise sur les rebelles. Il se trouve qu'au sein de la rébellion ou des rebelles aujourd'hui, il y a des dissensions, on ne sait pas véritablement qui a encore de la poigne. Et c'est le même cas partout. Au Mali, vous avez des opposants, vous avez des rebelles avec des petits groupes qui se créent. Il y a une scission au sein des rebelles. À un moment donné, on ne sait plus très bien qui tient la main. Et c'est le cas notamment au sud du Soudan où le président n'est pas sûr de ce que, en apposant sa signature au bas de cet accord, il y aura véritablement l'effectivité sur le terrain avec l'arrêt des combats entre les parties belligérantes. Il s'est dit aussi que le président Salva Kiir s'est abstenu pour les raisons de consultation. Il dit qu'il va faire des consultations avec avec les populations de son pays pour bien cerner la signature de cet accord de paix. Mais cela se comprend aisément parce que voyez-vous que si le président Salva Kiir vient à signer, ça veut dire qu'en réalité il paie un round. Signer veut dire accepter de rétablir Riek Machar dans la fonction de vice-président. Or il semble que Salva Kiir avait justement limogé Riek Machar, comme pour dire qu'il ne voulait pas de Riek Machar. Alors si aujourd'hui on lui oblige, à travers cet accord de remettre Riek Machar dans au poste de vice-président, ça veut justement dire qu'en fait, la communauté internationale est en train de prendre fait et cause pour Riek Machar. C'est la raison pour laquelle le président dit rentrer. D'ailleurs, il a précisé qu'il reviendrait à Addis Abeba dans les 15 jours à venir. Pourquoi? Parce qu'il va rentrer, discuter suffisamment. Et je suis même convaincu qu'il viendrait avec d'autres propositions pour, pourquoi pas, amender, revoir, améliorer de son point de vue l'accord de paix partiel. Pourquoi? Parce qu'il convient de noter que le parti au pouvoir a signé et puis les rebelles aussi.
Il est établi que le président Salva Kiir n'a pas signé, mais d'où vient-il qu'il soit menacé par Washington, qui au contraire a salué la signature de l'accord de paix par le dirigeant de l'opposition et ancien vice-président que vous évoquiez tout à l'heure, Riek Machar? Justement, la menace ne date pas de la signature de l'accord de paix partiel. La menace, elle est antérieure à la signature. On a demandé aux différentes parties prenantes, pas uniquement au président Salva Kiir, de signer l'accord. Il y avait un délai, et vous l'avez évoqué en début de votre propos, notamment, c'était le 17 août dernier. Alors, quand on n'y signe pas, évidemment, la communauté internationale brandit la menace. Il y a quoi? Le gel des avoirs, le gel des armes, des avoirs et aussi des sanctions à l'encontre du président Salva Kiir. Pourquoi à l'encontre du président? Parce que pour l'instant, c'est lui qui n'a pas signé. Riek Machar, pour avoir signé, notamment exemple des sanctions de la communauté internationale, ainsi que le parti au pouvoir qui également a signé. Donc maintenant, tous les yeux, tous les regards sont rivés vers le président Salva Kiir, et c'est en cela qu'il montre aussi, sur le plan politique, qu'il est le président et le grand. Et alors, la diplomatie va-t-elle réussir à mettre fin à 20 mois de guerre civile au Sud-Soudan? On verra, je pense qu'en politique, je n'ai jamais donné. On joue sur les intérêts, on joue sur les opportunités, on joue sur les concessions, on joue sur les compromis. Et bien évidemment, le président Salva Kiir a fait état de ce qu'il avait 15 jours pour consulter son peuple. En réalité, il s'agit de consulter son état-major. Ce qui le conseille est essayer d'apprécier, de juger les avantages et les inconvénients de la signature d'un tel accord dans l'état qu'il est. Nous partirons donc du Sud-Soudan et nous intéresser à une autre actualité inscrite au menu de cette édition. Au Tchad, le président tchadien Idriss Déby annonçait la semaine dernière que le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram, était décapité et que la guerre contre l'organisation terroriste serait terminée avant la fin de l'année. Pourtant, dimanche 16 août, Aboubakar Shekau, le chef du groupe terroriste islamiste, est réapparu dans un enregistrement audio dans lequel il fustige les propos des chefs d'État nigérians et tchadiens. Majorité et opposition tchadienne se divisent sur l'interprétation à donner à ce retour. Alors, juste là, comment en est-on arrivé à penser à la mort de Shekau? Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas un phénomène inédit que l'on dise que Aboubakar Shekau est mort. Je pense qu'il va également de la psyché, d'une lecture psychologique. Tout le monde souhaiterait qu'Aboubakar Shekau soit mort. Ça veut dire que quand on a une petite information qui n'est même pas suffisamment vérifiée, eh bien, on dit que Shekau est mort. Je pense que c'est une volonté manifeste pour le Tchad, le Cameroun, le Nigeria, le Bénin, le Niger, de travailler à la mort de Shekau. Parce que le fait déjà de dire que Shekau est mort, sur le plan psychologique, rétablit un peu une sorte d'équilibre. Ça permet aux populations de dire, voilà, le tueur-référé est mort, le méchant, le délinquant, le bandit n'est plus là. Et moi, ça peut apaiser les esprits. Maintenant, il y a un décalage entre la volonté manifeste, entre le vouloir et ce qui est. Il se trouve qu'Aboubakar Shekau n'est pas mort puisqu'il est apparu dans une vidéo qui a été suffisamment analysée par les spécialistes de la voix qui ont reconnu et validé que Aboubakar Shekau est bel et bien vivant, malheureusement. La sortie médiatique d'Aboubacar vient-elle confirmer la difficulté de la communauté internationale à mettre main sur ce chef terroriste? Bien évidemment, et je pense qu'il y a deux façons de voir les choses. La difficulté, oui, de la communauté internationale et surtout de l'Afrique à travers les forces de défense de mettre un terme aux exactions commises par Boko Haram, oui, mais il faut également regarder d'un autre côté, c'est qu'en réalité, Boko Haram se sent amenuisé, amoindri aujourd'hui. La preuve, Boko Haram a changé de façon d'agir. Aujourd'hui, ce sont les attentats suicides avec des kamikazes. Mais devant tout cela, Boko Haram également a étendu ses tentacules un peu de partout, au Cameroun déjà, au Niger. Donc, Boko Haram se sent acculé, mais Boko Haram aujourd'hui a fait allégeance, vous le savez très bien, à l'État islamique. Et il se fait désormais appeler État islamique en Afrique de l'Ouest. Donc, Boko Haram, à travers la volonté de faire allégeance, veut être assisté en matière logistique, en matière humaine aussi, en matière humaine également. Donc ça devient compliqué et complexe. Et je pense quand même qu'avec la force multinationale qui est mise sur pied aujourd'hui, 8700 hommes, peut-être une sortie
C'est possible, mais je pense qu'encore une fois, on doit travailler suffisamment sur le volet du renseignement entre les différents pays, le Niger, le Cameroun, le Nigeria. Il faudrait qu'on travaille également à accorder le droit de poursuite à tous les pays. C'est-à-dire qu'on fasse comme on a fait avec le Tchad. Pourquoi le Cameroun n'a pas le droit de poursuite, par exemple, au Nigeria, au Niger et au Tchad? Le Tchad, lui seul, a le droit de poursuite dans tous les pays qui composent la force multinationale. On peut comprendre que le Tchad soit le bouclier de guerre en Afrique. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire, mais les choses sont en train d'être faites pour qu'on arrive peut-être dans les prochains mois à l'éradication de Boko Haram. Finalement, Shekau ne serait-il qu'un personnage composite qui emprunte à plusieurs combattants au gré du temps? Il est mort chaque fois, il est ressuscité, c'est un peu difficile à comprendre tout ça. Oui, c'était le cas pour Oussama Ben Laden également. Vous savez, quand vous êtes un grand martyr, on rêve de vous voir mort. Et donc, à la moindre information, on peut venir sans la vérifier et dire que voilà, vous n'êtes plus. Et je pense simplement que le fait que le président nigérian en fait part de ce que dans les 3 mois à venir, Boko Haram sera éradiqué, c'est quelque chose qui va amener peut-être qu'on arrive à la fin de la guerre aussi rapidement, mais en même temps, ça peut également amener Shekau à travailler davantage à tuer des gens. Parce que souvenez-vous quand même que depuis que le président Buhari a pris le pouvoir, on parle de près de 1000 morts au Nigeria. C'est-à-dire que Boko Haram a intensifié les meurtres depuis la prise de pouvoir de Buhari. Donc ça devient compliqué et on estime simplement qu'avec la façon, la façon multilatérale qui est aujourd'hui entreprise par le Cameroun, le Niger, le Tchad, le Bénin et bien sûr la communauté internationale, on mettra un terme définitif au massacre commis par Boko Haram. Aux dernières nouvelles, le président Idriss Déby a réagi et justement c'est une question qui me brûle l'esprit depuis quelques instants. Quel commentaire pouvez-vous faire des propos du président Déby qui estime que le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram, était décapité et que la guerre contre l'organisation terroriste serait terminée avant la fin de l'année? Je pense qu'on peut comprendre la logique du président Déby. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que Boko Haram a changé de mode opératoire. Pourquoi Boko Haram le fait? Parce que l'ancien mode opératoire est aujourd'hui caduc. Pourquoi il est caduc? Parce que justement, les forces en présence travaillent suffisamment à traquer Boko Haram, qui est donc aujourd'hui acculé jusque dans ses derniers retranchements et qui doit changer de stratégie. À partir de ce moment, on peut comprendre la démarche de Déby. Mais il faut également lire autrement en disant que Boko Haram ne veut pas capituler. Or, Boko Haram veut donc commettre le plus de massacres possible à l'effet d'exister et de pouvoir aujourd'hui obtenir la validation de l'État islamique. Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas indiqué que Boko Haram ait reçu l'onction de l'État islamique. Car l'État islamique n'est pas sorti, n'a pas commis un communiqué ou alors une sortie médiatique pour attester de ce que Boko Haram justement lui avait fait allégeance. Donc il y a encore dans le cadre des supputations et donc Boko Haram veut frapper suffisamment et se réclamer de la guerre, de la politique défendue par le groupe État islamique pour aujourd'hui bénéficier de son soutien. Et il va de la façon de Boko Haram de tuer, et croyez-moi, la dynamique de Boko Haram aujourd'hui, la diversification de ses modes opératoires peuvent amener Boko Haram à obtenir gain de cause auprès du groupe État islamique. Restons en Afrique et partons cette fois en Égypte où le président Abdel Fattah al-Sisi a ratifié dimanche une loi antiterroriste qui prévoit une amende très lourde pour les journalistes qui rapporteraient des informations contredisant les communiqués officiels en cas d'attentat. Nouveau durcissement sécuritaire en Égypte. En cas d'attentat, les journalistes qui contredisent les informations officielles pourront désormais être poursuivis. C'est la mesure la plus polémique de la loi antiterroriste qui a été ratifiée dimanche par le président Al-Sisi. Au Caire, les avis sont partagés. La critique journalistique est une critique légitime, mais d'un autre côté, la nécessité pour l'État de faire des lois comme celle-ci est légitime aussi, afin de combattre le terrorisme. Le terrorisme, c'est un terme large qui permet de limiter énormément la liberté de la presse. Cette loi devrait donner une interprétation plus claire et plus précise du mot terrorisme sans restreindre les libertés. S'ils sont condamnés, les journalistes risquent une amende de près de 60 000 €, une forte somme dans un pays où un reporter ne touche que 500 € par mois.
L'Égypte, encore sur la scène avec une loi antiterroriste controversée après les réformes controversées sur le droit de manifester. Tout ça semble être un échec pour la politique promue par le président. Mais cela se comprend, monsieur Anuzwa. Nous sommes en période de guerre et les lois que l'on adopte ou promulgue lors des périodes de guerre sont des lois qui sied au contexte et à l'environnement. Aux mesures exceptionnelles, les situations exceptionnelles. Vous savez un pays où la loi sur le terrorisme n'a pas été critiquée. Il n'y a aucun pays. Commençons par le Cameroun. La loi a été vivement critiquée, mais elle a été adoptée et promulguée. Chacun doit s'y plier. Alors, la loi qui a été adoptée en Égypte est une loi pour beaucoup répressive, mais c'est bien évidemment dans l'esprit de la loi. Il est question aujourd'hui de quoi? De lutter contre le terrorisme. L'Égypte est quand même l'un des pays qui subit les affres du terrorisme. Souvenez-vous de ce procureur lâchement assassiné en juillet dernier. Et puis le président a fait part de ce qu'il prendrait des mesures draconiennes pour éviter ce genre de dérive. Et juste après, il y a eu des attentats dans le Sinaï. Et vous savez très bien qu'aujourd'hui, l'Égypte est en train de travailler au redressement de son économie avec l'inauguration le 6 juillet ou le 6 août dernier du canal de Suez, oui, qui est un maillon essentiel dans la volonté du pouvoir d'Abdel Fattah el-Sisi de travailler pour que l'Égypte puisse retrouver sa place d'antan, pour refaire notamment le secteur du tourisme qui est un grand secteur pour l'économie égyptienne. Alors il faut prendre des mesures draconiennes, des mesures qui collent avec l'actualité, avec le terrorisme. C'est quand même une loi contraignante au regard des amendes qui l'accompagnent. La presse pourra-t-elle encore faire librement son travail? Mais je pense quand même qu'on est revenu, on a revu la question de la presse, puisqu'on avait dit au départ que les journalistes qui donneraient des informations contradictoires à celles qui est donnée par le pouvoir en place écoperaient d'une peine de prison, je crois, de 2 ans. Devant l'offuscation de la communauté internationale, on a revu ce volet-là et on a dit simplement que les journalistes seraient frappés d'une amende, je crois, quelques 1000 euros, par exemple. C'est justement là où se pose le problème, puisque l'amende, elle est énorme. Et les presses là-bas, on gagne combien? Environ moins de 50 euros et tout. Mais c'est simple, que les journalistes... Ces journaux vont fermer boutique finalement. Mais que les journalistes s'arrangent simplement à suffisamment critiquer les informations, avoir des sources fiables. Je pense que, monsieur Anuzwa, vous ne pouvez pas faire comme s'il n'y avait rien. Nous sommes en temps de guerre. Et en temps de guerre, il faut tenir compte de l'environnement qui prévaut. Au Cameroun, c'est pareil. Des informations sont susceptibles. Pourquoi? Parce qu'il y a la peur, il y a l'hystérie de la mort qui sévit, qui anime le quotidien des uns et des autres. Il va falloir les rassurer. C'est vrai que ce n'est pas une occasion de plonger dans une sorte de mutisme total. Il faut bien sûr qu'il y ait une information contradictoire. Mais je pense qu'il faut savoir raison garder quelle information diffuser et quelle information ne pas diffuser. Dans l'inconnu, croyez-moi, ou alors il faut, je crois, de la retenue. Justement, il faut de la retenue, mais quand ça touche tout de même les journalistes, on a comme l'impression que c'est une loi qui vise essentiellement les journalistes, peu importe les amendements qui ont été apportés. Mais non, la loi prévoit la création des tribunaux spéciaux, notamment pour accompagner les policiers, les militaires, les juges dans leurs fonctions. Là où je suis un peu éberlué, un peu étourdi, c'est que la loi peut paraître liberticide en ce sens qu'elle permet d'accorder les pleins pouvoirs, peut-être aux policiers, aux forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions, et qu'il n'y a pas une limite suffisamment claire de ce qui peut être acceptable ou qui ne peut pas l'être. C'est un problème qu'on aura l'occasion d'en parler suffisamment sur le plateau d'International. Allons plutôt en Chine, cette fois à Tianjin, dans la zone du port industriel, dévasté par l'explosion dans un entrepôt de produits chimiques. 17 000 appartements ont été endommagés et au moins 6 000 personnes ont dû être évacuées. Des sinistrés qui vivent aujourd'hui dans les écoles ou salles publiques transformées en centres d'accueil. Mais avant d'en parler, regardons cet élément qui retrace la survenance de cette catastrophe. Au petit matin, dans la ville de Tianjin en Chine, les panaches de fumée sont encore visibles. Le bilan des explosions géantes de cette nuit s'est alourdi à 44 morts. Parmi eux, 12 pompiers ont perdu la vie. On compte plus de 500 blessés, une centaine sont dans un état grave. C'est une cargaison d'explosifs qui a pris feu. Les dégâts ont été recensés tout autour de la zone portuaire et industrielle jusqu'à 3 km à la ronde. Même d'énormes containers ont été balayés. Toute la nuit, faute de nouvelles, des familles sont arrivées à la recherche de leurs proches, comme ce frère d'un pompier.
Je suis son frère. On a entendu l'explosion et alors on a roulé jusqu'ici pour le chercher. Pour l'instant, on ne sait pas où il est. On sait que des pompiers sont morts sur le site, alors on est très inquiet. Moi, j'ai vraiment très peur. Pour l'instant, on ne sait pas quel produit chimique a été répandu dans les airs. C'est peut-être toxique ou dangereux pour l'avenir. Ces images des explosions ont été filmées par des témoins autour du site. Le point de départ de l'incendie, puis des détonations, n'a pas encore été identifié. Mais le respect des normes de sécurité reste souvent problématique. Encore une explosion à forte déflagration en Chine. Qu'est-ce qui peut être à l'origine de cette explosion? Je pense qu'il s'agit simplement peut-être d'une mauvaise manipulation des produits ou alors d'un mauvais encadrement parce que vous ne pouvez pas comprendre que l'on puisse construire des usines, des entrepôts à moins d'1 kilomètre des zones résidentielles. Ça pose donc un problème d'assainissement urbain, également un problème d'organisation. Et à partir de ce moment, on peut interroger ici la responsabilité des pouvoirs publics en Chine dans cette explosion qui a coûté la vie à un nombre de ressortissants chinois. Ces explosions démontrent-elles que la Chine n'est pas un bon exemple en matière de protection de la nature, dans la mesure où les propriétaires de l'entrepôt incriminé ne possédaient pas de licence pour manier de tels produits chimiques, comme vous l'évoquiez tout à l'heure? Si les Américains vous écoutent, ils seront d'accord avec vous, monsieur Anizoa. Parce que déjà, le combat qui est entre la Chine et les États-Unis, c'est que les États-Unis estiment que la Chine pollue suffisamment et qu'il faut que la Chine se calme. Et la Chine dit, vous avez pollué suffisamment aujourd'hui, laissez-nous faire un peu. Attends, c'était juste entre parenthèses. Non, je pense que le fait est là, le fait est établi. Il s'agit d'un laxisme, notamment dans l'attribution de la licence, puisque on nous fait comprendre qu'entre octobre 2014 et je crois juin 2015, l'entreprise qui dispose de l'entrepôt n'avait pas obtenu la licence d'exploitation. Ou alors, pour d'autres, il n'était pas concédé à l'entreprise de disposer sur ce site-là du cyanure de sodium ayant une telle ampleur. C'est-à-dire que ce qu'on a découvert dans l'entrepôt était largement plus important que ce qui est prévu. Ça pose un problème de laxisme au niveau de la régulation de ce secteur-là, encore que le cyanure de sodium est une substance toxique qui peut tuer. Et vous savez très bien qu'actuellement en Chine, il y a des pluies diluviennes, et quand les pluies s'abattent, il y a le ruissellement. Et dans l'eau qu'on boit, dans l'air, on peut trouver ce genre de substances nocives pour les populations. Et c'est à ce niveau que les familles des victimes expriment bruyamment leur colère. Les familles des victimes expriment donc bruyamment leur colère, et raison de plus pour pointer encore une fois de plus du doigt les pouvoirs publics chinois, puisque les constructions résidentielles se retrouvent dans la zone du port industriel. C'est quand même c'est maladroit, il faut le dire comme ça. Oui, c'est maladroit, mais c'est aussi le cas à Douala, au Cameroun, chez nous. Regardez le pont sur le Vouri où on va construire l'usine de ciment Dangote, c'est aussi à côté. Regardez les zones industrielles au Cameroun, c'est à côté. Bassa, pour ceux qui connaissent le Cameroun, regardez Bonabéry, c'est pareil. Donc, oui, vous allez me dire que le Cameroun n'est pas un pays qui a le calibre de la Chine, mais comprenez également que la Chine n'a pas suffisamment d'espace. La Chine est un pays riche, mais la Chine est un pays sous-développé. Ça, on le sait. C'est un peu le contraste avec ce qu'on voit et ce qu'on croit. C'est vrai, c'est notoire. Le courroux des populations est compréhensible. Il y a eu un laxisme pour ce qui est de la responsabilité des pouvoirs publics. Parce que il se trouve d'ailleurs qu'on incrimine le chef, le fils d'un des chefs de la police des Tiandiens qui serait actionnaire de l'entreprise, ce qui aurait permis notamment que l'on ferme les yeux sur cette licence qui a été attribuée un peu à l'emporte-pièce, parce qu'on ne peut pas, encore une fois, monsieur Anizoa, construire à moins d'1 kilomètre un entrepôt qui accueille des produits, des substances suffisamment nocives à moins d'1 kilomètre des zones résidentielles. Vous avez vu des dégâts, on a pu observer les images à la télévision. On parle de près de 700 personnes hospitalisées, 144 morts, 70 corps qui sont encore aujourd'hui non identifiés. C'est quand même un carnage, une boucherie.
Nous allons partir de la Chine et nous intéresser maintenant à l'actualité sportive. C'est coutumier sur le plateau international. Le sport nous invite donc à marquer un arrêt sur le dopage qui accable le monde de l'athlétisme. Avec ce rapport qui a été censuré, un tiers des sportifs interrogés avait admis en 2011 avoir pris dans l'année des substances illicites pour améliorer leur performance. On regarde l'élément et on en vient aux commentaires. Nouveau coup de tonnerre dans le monde de l'athlétisme après de nouvelles suspicions de dopage révélées conjointement par la chaîne de télévision allemande ARD et le Sunday Times. 800 échantillons de sang prélevés sur 5000 athlètes seraient suspects selon des résultats fournis par une source au sein même de la Fédération internationale d'athlétisme. Autrement dit, un tiers des médailles obtenues lors des grands événements mondiaux entre 2001 et 2012 sur les distances de fond et de semi-fond seraient sujettes à caution. Les athlètes doivent être présumés innocents jusqu'à preuve du contraire, a réagi le président de l'Agence mondiale antidopage, ajoutant que ces allégations de très grande ampleur seraient examinées dès que possible. Craig Reedy s'est dit également très surpris que ces chiffres viennent d'une source au sein même de l'IAAF. L'ancien perchiste Sergei Bubka, candidat à la présidence de la Fédération internationale d'athlétisme, a lui promis une tolérance zéro vis-à-vis du dopage. Le dopage est l'un des grands défis du XXIe siècle. Tout le monde doit avoir conscience qu'il n'y a pas de place pour les tricheurs, que ce soit dans l'athlétisme, dans n'importe quel autre sport ou au sein du mouvement olympique. À 3 semaines des mondiaux de Pékin, les athlètes russes et kenyans sont particulièrement mis en cause. Certains prendraient des hormones de croissance, des anabolisants ou d'autres produits dangereux. Des accusations rejetées ce dimanche par le ministre russe des Sports. Qu'est-ce qui peut expliquer la très fréquente pratique du dopage au sein de la crème de l'athlétisme? La recherche de la performance. Tout simplement. Pourquoi? Parce que vous savez, les athlètes vivent chaque jour sous le coup de la pression. Il faut travailler, il faut améliorer ses performances. Le problème, c'est qu'il s'agit d'une compétition et vous n'êtes pas le seul, vous êtes nombreux. Et parmi vous, il faut des meilleurs. Alors, il faut aller au-delà de ce que notre force nous permet, au-delà de ce que notre condition naturelle nous permet, au-delà des exercices physiques que l'on peut faire. Il faut quelque chose qui peut être ici perçu comme un plus. Et c'est ce plus-là justement que les athlètes vont chercher dans le dopage dans divers secteurs. Et ce n'est pas simplement l'apanage de l'athlétisme. Vous avez, pour ce qui est de l'athlétisme, vous avez des grands, Ben Johnson qui est athlète, vous avez Tyson Gay, vous avez Marion Jones. Et pour le tennis, vous avez Mariano Puerta qui a fait le dopage. Pour le football, vous avez Diego, votre ami Armando Maradona. Vous avez pour le cyclisme Flo Landis, vous avez Lance Armstrong, 7 fois champion vainqueur du Tour de France. Donc, tous les sports aujourd'hui sont galvaudés, sont aujourd'hui empestés par le dopage. Ce n'est pas l'apanage de l'athlétisme uniquement. Ailleurs, on pouvait en parler, mais l'instance fêtière de l'athlétisme a bloqué ou alors a censuré ce rapport. Oui, c'est vrai qu'il y a eu comme un conflit d'intérêts entre notamment l'Agence mondiale antiterroriste, antidopage notamment, qui a commandé une enquête sur notamment ce qui se passe au milieu de l'athlétisme, comme vous l'avez relevé en 2011. Il se trouve que le résultat a été rendu et la publication du rapport a été bloquée par l'agence, par la fédération. Pourquoi? Parce que cela venait notamment salir, entacher l'image de la fédération. Et c'est cela qui a causé un cafouillage, une sorte de sanigondis aujourd'hui, et qu'il y a certains journaux anglais et allemands qui ont fini par se procurer des documents et ces journaux ont pu relayer l'information. D'ailleurs, je tiens à préciser que le président de la Fédération internationale d'athlétisme a démissionné, a quitté ses fonctions, un Sénégalais, Lamine Diack, âgé de 82 ans. Il a été élu en 99, donc il convient de préciser que c'est un Africain qui était à la tête de l'instance internationale de l'athlétisme. Sébastien Coé, élu donc nouveau président de la Fédération internationale d'athlétisme à l'heure où son sport est aujourd'hui marqué par de nombreuses affaires de dopage. Sera-t-il à même de combattre ce phénomène?
Je pense que il prend les rênes de cette fédération à un moment crucial. On verra donc ce qu'il fera. Je pense que le plus important, c'est qu'on ait déjà mis la lumière sur ce qui se passe, que tout le monde sache, que tout le monde aujourd'hui est au courant de ce que ce sport est miné. Bon, c'est vrai que c'est pas aujourd'hui qu'on sait. Disons que c'est aujourd'hui qu'on rend public. Tout le monde sait que tous les sports aujourd'hui sont empestés du dopage. Donc on verra bien. Je pense qu'il a tout le temps. Il a le soutien, bien évidemment, de ceux qui l'ont porté au perchoir, et on verra bien, comme disent les Anglais, wait and see. Je m'en voudrais de partir sur ce plateau sans évoquer la situation de votre ami Tsipras. Oui, je vous vois venir. Oui, Alexis Tsipras qui finalement a fait part de ce qu'il, face à la fronde qu'il subit au sein de son parti notamment, il a fait part de sa démission et qu'il convoquera une élection à venir pour qu'on puisse trouver un nouveau Premier ministre en Grèce. Je pense qu'il a quand même su manager, on lui reconnaît quand même le fait que la Grèce soit restée maintenue dans l'Union européenne et que l'Union européenne et que les bailleurs de fonds européens acceptent de continuer de soutenir la Grèce à travers d'autres plans de restructuration à coût de milliards d'euros. Au moins, on peut lui reconnaître cela. Maintenant, qu'il veuille se sacrifier pour la bonne marche de la Grèce, on peut lui tirer un coup de chapeau pour cette initiative, encore qu'il est très jeune, Donald. Avec la permission de l'équipe rédactionnelle de International, c'est un sujet à inscrire à notre prochaine édition. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ghislain, au plaisir. Au revoir.